Bonjour, je m'appelle Juliette et nous sommes ici au salon Esprit Maison, Esprit Jardin. Je suis influenceuse mode, lifestyle et je m'intéresse de près à la seconde main. Récemment, on a acheté un appartement, d'où ma présence ici et mon contenu qui a un petit peu changé vers plus de décoration et de design intérieur. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'acteurs du salon, d'exposants et d'artisans afin qu'ils nous parlent du coup de leur travail et de ce qui les anime, le tout sur le thème seconde main et réemploi. Parmi les thèmes qu'on va aborder ensemble, il y aura les notions de relooking et de restauration, puis tout ce qui est revente et atelier, parce que c'est quand même très sympa de faire des choses soi-même. Et pour terminer, on va parler revalorisation avec des matériaux déjà existants, pour cette idée de donner une deuxième vie aux objets. Donc pour ce segment, le thème c'est relooking et restauration. Du coup, on accueille Margot et Katie pour commencer, respectivement la fabrique de Margot et Aka Relooking. Le thème du segment, c'est « Rien ne se perd et tout se transforme ». On peut parfois se lasser de ces meubles, mais c'est tout à fait naturel. Et nos invités sont là pour trouver des solutions à cette lassitude. Donc Margot, toi, tu es tapissière d'ameublement et tu restaures des assises en tout genre, à la fois pour des architectes d'intérieur, donc des professionnels, mais aussi pour des particuliers, c'est ça ? Oui, tout à fait. Je fais de la restauration de poufs, canapés, fauteuils, sièges, les garnitures ou changer seulement les tissus. Et ça peut être pour plutôt des particuliers, souvent la restauration pour des sièges de famille. Ouais. Et quand ça va être de la fabrication de nouvelles assises, comme des banquettes pour mettre dans des cuisines, des dressings, etc. Souvent, ça va plutôt être par le biais d'architectes d'intérieur qui vont concevoir des intérieurs pour leurs propres clients. Et ensuite me font appel pour venir fabriquer les assises, pour mettre sur du mobilier fabriqué par d'autres artisans, comme des ébénistes ou des agenceurs. Très bien, donc il y a aussi une sensibilité peut-être aussi particulière, soit dans ce que tu aimes aussi par rapport au vintage aussi, de cette idée d'anciens meubles que tu aimes et qui méritent quand même une seconde vie, quoi. Oui, alors j'aime beaucoup le mobilier après-guerre, années 60, 70, 80. Et je fais aussi, le plus souvent, on me demande de restaurer du mobilier de style. Ça va être des fauteuils Voltaire, des crapauds, des cabriolets, etc. Qui, eux, vont plutôt être faits avec des matériaux naturels, avec du crin, des sangles en jute, etc. Et tout le mobilier, du coup, après-guerre, est fabriqué à l'origine en mousse. Donc, je refais les garnitures aussi en mousse comme à l'origine. Oui, c'était ce dont on s'était parlé toutes les deux, effectivement. Et puis, tu m'avais aussi dit cette histoire de matériaux naturels que toi, qui te tient aussi à cœur quand tu restaures aussi. Oui, de garder l'âme du siège à l'origine. Ils ont été fabriqués pour recevoir ces matériaux-là. Et du coup, mettre des matériaux beaucoup plus contemporains sur un fauteuil de style qui n'a pas été conçu pour recevoir de la mousse, mais du crin, des sangles en jute, des ressorts. Pour moi, c'est hyper important de reprendre des garnitures, enfin de refaire des garnitures traditionnellement. Et cohérente avec le siège, en fait. Oui, c'est ça, totalement. Okay. Du coup, Katie, eh bien, tu relooks des meubles. Donc, c'est à la fois sur le commande du client, mais aussi, tu proposes tes propres créations. C'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, moi, je travaille essentiellement avec le particulier. J'ai vraiment une très forte demande de ce côté-là. Alors, à savoir que la majorité de mes clients sont des retraités, 95%, je dirais. Et je chine également de mon côté donc des meubles que je remets au goût du jour, mais plus dans mon univers à moi. C'est-à-dire que quand un client fait appel à moi pour relooker son meuble, je me déplace à son domicile en fait gratuitement pour voir l'environnement dans lequel il vit et pour pouvoir lui proposer quelque chose en fait qui soit harmonieux. Donc c'est vrai qu'on est très souvent sur des couleurs qui restent quand même intemporelles pour que ça puisse durer dans le temps et qu'il n'y ait pas une lassitude. Parce que c'est déjà le cas aujourd'hui avec ces meubles vernis. Ouais. Ça peut être le cas. C'est ça. Et après, des fois, effectivement, moi, je peux me faire plaisir aussi de mon côté en travaillant davantage la couleur et les motifs et pouvoir aussi avoir une cible beaucoup plus large, y compris les enfants. Cette histoire d'enfant, du coup, c'est
c'est pour avoir un rapport aussi avec la couleur. Je crois que c'est ce qu'on se disait quand on discutait toutes les deux. C'était pour que toi, tu puisses aussi t'exprimer à travers tout ça et aussi changer aussi les mentalités. Parce que quand on pense à du mobilier pour enfants, je trouve qu'on a tendance à penser à du mobilier neuf parce que c'est plus facile en fait. C'est ça, mais écologiquement parlant, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus sain non plus pour l'enfant. Et puis, en fait, c'est que j'ai vraiment deux univers. En fait, je vais avoir un univers qui peut être très coloré, très graphique. Et j'ai aussi un univers beaucoup plus doux, en fait, assez poétique. Donc, j'aime bien justement pouvoir mixer les deux. Et c'est vrai que pour les enfants qui sont en bas âge, on va plutôt proposer de la douceur, en fait, quelque chose d'un peu moins punchy, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne pense pas toujours forcément à aménager des chambres d'enfants avec des meubles refaits. Et j'ai vraiment envie de réveiller un peu les esprits et de montrer qu'il y a beaucoup de possibilités. Mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que tu parles d'écologie en disant que c'est moins écologique de prendre des choses neuves. Et effectivement, je pense que les gens pensent d'abord à l'hygiène en fait, pour les enfants. Et je pense que c'est ça aussi qui parfois les pousse à acheter des choses neuves au final. Et alors que c'est dommage, on pourrait complètement avoir, et puis aussi on pourrait avoir cette idée de transmettre aussi un meuble qui par exemple aura pu nous servir, je sais pas, moi par exemple ça aurait pu me servir à moi ce meuble, et puis après je fais appel à toi, et à ce moment-là il peut servir aussi à mon enfant, quoi. Ce qui est intéressant en plus dans les anciens meubles, c'est qu'il y a souvent une valeur sentimentale. Donc, je ne sais pas, moi, si on récupère la commode de sa grand-mère pour pouvoir la faire revivre, on va dire, sous un nouveau jour pour ses enfants, je trouve que ça raconte quand même une belle histoire, quoi. Donc, ça, c'est assez intéressant, effectivement, dans ce contexte-là. Effectivement, c'est une belle histoire de transmission, en fait, tout ça. C'est ça. Du coup, merci beaucoup les filles d'être venues nous parler de votre travail. Et puis le prochain segment, on aura le thème de la revente et des ateliers. Donc KR, c'est un site de revente d'objets uniques, singuliers et choisis par tes soins, Patrick. Absolument. Qu'est-ce qui motive le choix d'un artisan plutôt qu'un autre ? C'est plutôt la rencontre de l'artiste avant tout. Bien évidemment l'objet qui est important parce qu'il faut que l'objet nous séduise, nous provoque une émotion. Et l'artiste en lui-même parce que c'est lui qui le crée, c'est son univers. Et ce qui est important aussi pour nous, c'est de donner du sens à l'objet. Ça, c'est très important. Et on a une notion effectivement de se dire, dans ce mode de consommation aujourd'hui qui est l'opulence, l'idée c'est de se dire, on a quand même beaucoup de matériaux qui sont dans des stocks dormants et on rencontre des artistes géniaux qui récupèrent des stocks dormants et qui recréent des objets neufs pour le coup. Et ces matériaux sont remis sur le devant de la scène et c'est quelque chose que je trouve important aujourd'hui. Oui, et noble en plus. Là, on a un exemple des choses que tu peux proposer aussi sur ton site. C'est une marque de couteaux qui s'appelle Kina. Et si je ne dis pas de bêtises, qui sont faits en chute de bois, ils sont faits main et ils sont faits avec de la résine et du bois de serre tombé et récupéré en forêt. Absolument, tout à fait. C'est-à-dire que c'est une grande coutellerie en fait qui travaille pour beaucoup de marques très clairement de couteaux. Ils sont basés au Portugal et ils se sont rendus compte que dans leur fabrication, ils avaient énormément de chutes. C'était juste colossal et ces chutes étaient vouées à être détruites, soit brûlées. Et donc l'épouse du dirigeant s'est dit mais c'est pas possible, il va falloir absolument qu'on fasse quelque chose de ça, et elle a créé sa marque Kina, et effectivement elle a eu cette idée d'assembler des pièces de bois, des chutes de bois, de les retravailler, de les marketer. Ça a été sa première ligne, sa première diffusion. Et puis après, bien évidemment, elle s'est plongée sur la résine pour apporter énormément de couleurs. Le Portugal, c'est un peu plus dans le sud, on va dire, et ça apporte beaucoup de chaleur et beaucoup de bonne humeur. Et la couleur va donner une singularité à l'objet tout à fait sympathique. Et par l'assemblage, c'est fait à la main. Donc ils sont que 2 collaboratrices en fait à le faire. J'ai eu le plaisir d'aller à leur rencontre et de créer mon couteau même.
qui était juste géniale. Et du coup, c'est juste l'inspiration. Elles sont devant leur atelier, puis elles prennent les pièces, elles les assemblent en fonction de leurs humeurs aussi, j'ai envie de dire. Et ça donne des pièces tout à fait singulières. Et ça change du couteau de cuisine classique, j'ai envie de dire. Ah oui, celui-ci, on a envie qu'il soit dehors, en fait. Hein, Bah, on a envie d'en profiter, Ouais. effectivement. J'ai Donc, ils tendance sont à tous penser, oui. uniques. Ils sont tous Ouais, uniques, ils sont tous uniques, incapables en fait. ouais, ok. On me pose souvent la question de mais Patrick, il a été vendu, mais tu peux pas me le refaire. Et je dis bah, je suis navré. Non, c'est pas possible. Ça va un peu On à peut avoir des l'encontre. tendances. Ouais, c'est ça. On peut avoir des tendances de couleurs, mais on peut pas. Et puis j'ai envie de dire, on se refuse aussi peut-être un peu de le faire parce que ça perd aussi un peu de son sens. Ça, ce que j'allais dire, ça perd. Enfin, effectivement, c'est un peu ce serait à contre-courant du principe même, Absolument, en fait, de cette coutellerie, quoi. tout à fait. C'est très beau. Bah, je vous rejoins. Bah, tant mieux. Du coup, Lucille, toi, ton travail, c'est d'être fleuriste, mais tu proposes aussi des ateliers floraux au public, c'est ça? Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Je propose des ateliers pour venir faire sa créa, quoi. Je fournis tout et on partage un bon moment pour repartir avec une jolie créa. Du coup, pareil, dans cette idée, toujours d'avoir quelque chose d'unique et en plus que de fait main, en fait. Ah bah oui, c'est complètement fait main et puis effectivement que des créations uniques et durables, voilà, de la belle déco florale pour fleurir son intérieur. Tu parles de durabilité, mais je sais que aussi tu utilises des objets chinés, Oui, tout toi, à fait. dans ton travail pour les fleurir, en fait. Oui, tout à fait. Oui, ça peut être une tasse à l'ancienne, ça peut être un miroir, ça peut être voilà, des objets que je vais chiner et que j'aime bien remettre dans le circuit en les fleurissant. Donc, en fait, c'est renouer avec une forme de nature pour d'avoir, du coup, des choses qui vont être uniques chez soi. Tout à fait. Dans les ateliers, est-ce que soit ça peut t'arriver de te retrouver face à des gens qui sont un peu perdus et qui ne savent pas trop comment faire ou je pense que ça peut arriver parfois de se dire mais moi je ne sais pas faire en fait. Ah oui, oui, bah j'ai ce genre de personnes oui, qui arrivent, qui sont convaincus qu'ils ne vont pas y arriver. Et en fait, en travaillant ensemble, ben, du coup, ils repartent avec une super créa et ils sont super contents. Donc, ouais, donc il n'y a pas de souci. Ils ont pu sortir de cette espèce de forme de performance au final, Oui, de avoir absolument à faire quelque chose d'incroyable. Juste en fait, c'est juste là on est là pour se faire plaisir, quoi. Ah oui, complètement, c'est vraiment l'échange. Et puis, ils repartent, ils se trouvent même des qualités qu'ils n'auraient pas. Voilà, ils voient qu'ils arrivent à faire leur créa et ils sont super contents. Donc, vraiment, c'est l'idée. Ça doit être super valorisant aussi même pour toi de se dire que tu arrives à les faire sortir, eux, de ce qu'ils imaginaient pouvoir être capables de faire, quoi. Ah bah oui, oui, c'est vraiment un moment de cohésion, de partage. Moi, j'aime bien donner aux gens ce que je sais faire, si je peux aider et faire ensemble. Voilà, C'est de l'humain, quoi. c'est de l'humain, tout à Et fait. du coup, tu travailles aussi avec des fleurs fraîches. Oui, je fais aussi de la fleur Ok. fraîche pour les événements. Du coup, Lucille, on peut voir aussi les choses que toi, tu proposes juste là avec la petite cloche en verre et le petit bouquet de fleurs séchées. C'est très coloré, c'est très joli. Et juste à côté, on a une lampe du coup, qui est proposée sur ton site, Patrick, c'est ça? Absolument, c'est encore une artiste qui a créé cette magnifique lampe. C'est Sylvie Capellino pour la nommer. Et pareil, toujours dans la même dynamique, en fait, toute la lampe a été réalisée en fait, avec du stock dormant. C'est-à-dire que le laiton a été récupéré. Le cuir était voué à... C'était des chutes de cuir qui étaient vouées à être mises à la poubelle, ce cuir retourné. Et elle s'est dit, c'est un peu dommage. Et elle a créé cette magnifique lampe. Et il faut savoir qu'il y a un travail colossal derrière, d'artisanat. C'est fait, en fait, chaque trou sont faits un à un. Ça lui prend à peu près, en termes de volume d'heure, 35 heures de travail juste pour faire la partie de l'iris, puisque ça représente l'iris d'un œil. Elle s'appelle la guetteuse. Elle joue beaucoup en fait, avec les ombres et les lumières. Et c'est une artiste qu'on affectionne particulièrement. Et française.
J'allais dire, c'est un peu comme du tatouage, mais moi, c'est à ça que ça me fait penser, les petits. Effectivement, les en fait, tout elle petits crée son points, dessin. ouais. Oui, elle crée son dessin et puis après, c'est posé sur le laiton. Elle fait son marquage, comme un tatoueur, j'ai envie de dire, pourrait faire en fait son décalcomanie ou quelque chose de cet ordre-là. Et ensuite, eh bien, elle vient travailler avec un appareil motorisé qu'on pourrait apparenter au dentiste. Vous voyez, la fraise, par exemple, là, qui nous fait tous et elle met une fraise bien spécifique. Ce truc qui fait du bruit, oui, absolument, mais qui fait peut-être mal aussi des fois. Et là, l'idée, c'est qu'elle fait, mais c'est juste démentiel. Et ce qui est génial aussi, je trouve, c'est qu'elle explique qu'il y a des accidents dans son travail et qui lui donne en fait une notion complètement différente à l'objet qu'elle n'aurait pas imaginé. C'est-à-dire que deux trous qui peuvent être un peu trop proches vont se fissurer, s'agrandir et ça donne une autre dimension. Et c'est ce que je trouve qui fait que chaque objet est unique de ce qu'elle crée. Ouais, c'est trouver de la beauté aussi dans le défaut, en fait. Entre guillemets, de ce qu'on pourrait dire un défaut de c'est peut-être pas exactement ce que je voulais faire, mais au final, c'est ce qui fait son ADN. Pour avoir travaillé en joaillerie, je disais souvent, peut-on reprocher à la plus belle femme du monde d'avoir un grain de beauté? Voilà, l'objet, il est là. L'objet, il a un grain de beauté. Absolument. Ou plusieurs. Ou plusieurs. Donc, en face de toi, Lucille, on a une de tes créations. C'est ça? Fait, une petite cloche florale. Oui, donc voilà, ça peut être typiquement le genre de produit que je peux proposer en fleurs séchées. Donc, comme je disais, une décoration qui va durer, pour l'habitat. Voilà, donc c'est le style. Et après, on va avoir des couronnes, on va avoir des bouquets de fleurs séchées. Et là, voilà, c'est un exemple. Et c'est des choses aussi que tu proposes à faire en atelier, les cloches? Oui, c'est quelque chose que je propose effectivement. Ouais, aussi. Trop chouette. Voilà. Ça change effectivement, comme tu disais. Donc, il y a les couronnes qui, je pense, sont les choses que tu fais le plus, comme tu me disais, je crois, en atelier. Beaucoup d'ateliers de couronnes florales, mais c'est bien aussi de pouvoir se dire qu'en fait, c'est très vaste, en fait, l'art floral. Oui, c'est très vaste. Et puis moi, je prône justement de ne pas forcément rester dans une chose, mais vraiment d'essayer de toucher à tout avec la fleur. C'est vraiment l'idée. Voilà. C'est très beau, merci beaucoup. Merci. On se quitte pour ce segment et on se retrouve pour toute une partie revalorisation qui risque d'être très intéressant puisqu'on parlera déchets et anciens linge de maison. Donc pour ce segment revalorisation, on passe à nos 3 invités puisque Malakio est un duo composé de Morgan et de Hugo. Et nous avons aussi Marion Peters avec sa marque éponyme. La conviction de nos invités, c'est de penser à la réutilisation avant de penser à jeter. Chez Malakio, on trouve des objets utiles et durables en granit marin. Est-ce que vous pouvez tous les deux nous en dire plus sur le procédé, parce qu'il est à base de coquillages et plus particulièrement de coquilles d'huîtres? Oui, du coup, effectivement, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, le matériau qu'on a mis au point, qui s'appelle Istren, est un matériau qui est fait à partir de 60% de coquillages qu'on récupère en Bretagne et en Pays de la Loire chez des producteurs et des restaurateurs. Donc, on les évite vraiment d'aller jeter ces déchets qui sont pour nous pas des déchets mais une ressource. On les évite de partir à l'incinérateur, mais on le met dans notre matériau qui est donc constitué à partir de 60% de coquillages, 38% d'une pierre qui est française aussi, réduite à l'état de poudre, un petit peu comme on peut trouver du plâtre par exemple, et 2 à 3% de colle qui permettent d'agglomérer l'ensemble sans qu'il y ait besoin de cuisson. Donc le gros avantage, c'est que c'est un processus qui est low-tech et qui du coup va avoir une consommation énergétique particulièrement faible. Hyper intéressant. Et du coup, parmi les objets que vous créez, on trouve quand même des objets qui ont c'est des objets qui ont du sens, c'est des objets qui ont une utilité en fait, parce qu'on n'est pas juste là pour faire des belles choses. Au-delà de l'aspect esthétique des objets, on cherche vraiment à travailler sur la conception d'objets fonctionnels et aussi durables qui vont perdurer dans le temps et qui viennent s'inscrire dans chaque intérieur d'un particulier, tout comme d'un professionnel. Et par rapport à vos parcours du coup respectifs, si j'ai bien compris, toi Morgan, du coup, t'as une formation dans tout ce qui est design. Dans le design d'objets, exactement. Et c'est du coup toi en bossant avec ton beau-frère ostréiculteur, si je dis pas de bêtises. T'as bien vu, tu connais par cœur le projet. Effectivement, donc le projet est né après le travail avec mon beau-frère qui est ostréiculteur à Noirmoutier.
Donc tous les week-ends, j'allais vendre ces huîtres sur les marchés en région parisienne et toute la semaine, je travaillais en tant que designer. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de 2 problèmes. Le premier, c'est que moi, dans mon métier en tant que designer, j'ai du mal à sourcer des matériaux qui soient français, mais qui soient aussi techniques et esthétiques pour correspondre au cahier des charges des clients. Et qui soit surtout responsable au niveau environnemental. Donc j'ai eu cette problématique-ci. Et en parallèle, donc, tous les week-ends, je jetais à la poubelle des déchets. Donc c'est coquilles d'huîtres, coquilles de moule et coquilles Saint-Jacques principalement. Je les jetais dans la poubelle tout venant et c'est à ce moment que j'ai compris que on avait une vraie problématique, c'est que quand ça part dans la poubelle tout venant, généralement c'est pas trop bon signe. C'est que la fin de vie du déchet n'est pas vraiment respectée. Et donc pendant le Covid, j'ai décidé de transformer ces 2 problématiques en une opportunité. Donc pendant le confinement, je suis de retour chez les parents, donc dans le garage avec 12 huîtres, un marteau. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et Hugo a très rapidement rejoint l'aventure. Oui, parce que dans l'idée, c'était toi, tu avais envie de t'associer aussi avec quelqu'un, parce que toi, Hugo, ta formation, elle est différente. Totalement. Moi, j'ai une formation plus orientée management et commerce international. Donc, c'était très intéressant parce que j'ai toujours été curieux de découvrir une nouvelle culture, mais ça ne résonnait pas forcément avec, on va dire, mes convictions environnementales. Donc, quand Morgan m'a parlé de l'idée à la base, ça a tout de suite fait sens parce qu'on a grandi à 5 minutes de la mer, on a toujours vu des montagnes de coquilles d'huîtres sans jamais comprendre pourquoi c'était là et pourquoi c'était pas, on va dire, revalorisé comme d'autres déchets peuvent l'être. Et en se renseignant sur les solutions qui pouvaient exister, on s'est rendu compte vraiment qu'il n'y avait pas grand-chose qui était présent, hormis dans la cosmétique ou dans la peinture, alors que c'est une matière première qui est locale, renouvelable, naturelle, et qui, au-delà de son aspect technique, a des caractéristiques esthétiques qui sont indéniables. Et qui est très consommé en plus. Oui, c'est très consommé. C'est entre 150 et 200 000 tonnes qui finissent à la poubelle chaque année en France. Donc qui partent en incinérateur puis en enfouissement. C'est ce qui coûte extrêmement cher, tant aux producteurs, aux restaurateurs qu'aux collectivités locales. Donc en réalité à tout le monde. Donc là, il y a encore c'est vous deux de base et maintenant vous êtes un peu plus, c'est ça? Exactement. On a fait le choix vraiment de travailler sur une production internalisée. Du coup, aujourd'hui, on a notre petit atelier à Nantes où on travaille avec une équipe de 7 personnes qui réalise à la fois du coup, la conception et la production de chaque objet à la main. Et du coup, une petite partie de l'équipe qui est du coup plus côté bureau sur tout ce qui est communication et développement commercial. Super, merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Marion. Bonjour. Bonjour. Donc, chez toi, on retrouve un profond amour pour la noblesse de la campagne. Et c'est des choses qui se dégagent en fait de tes créations, à la fois dans le matériau utilisé, puisqu'en fait, on est sur du linge ancien, mais aussi dans les thèmes abordés dans tes œuvres. Est-ce qu'il y a une histoire familiale peut-être derrière tout ça? Il y a une... Alors, en effet, c'est une histoire qui a mis du temps à mûrir. Je dirais que c'est plein d'éléments rassemblés, mais voilà, la base, c'est en effet mes racines normandes, ornaises précisément, et ma grand-mère maternelle qui m'a en effet inconsciemment beaucoup influencée par la suite dans le choix des matières que j'utilise pour créer, qui sont donc le linge ancien, les draps ce que j'appelle les draps de nos grands-mères. Mais donc ce sont des draps qui ont été tissés début 20e, enfin pour la plupart en tout cas, à l'époque où on tissait encore en France, et qui sont particuliers pour leur tissage extrêmement dense. Et qui mélangent généralement le coton et lin, donc ce qu'on appelle le métis, ou éventuellement aussi du chanvre, puisque on est quand même producteur. La France est un gros producteur de lin, donc on avait la matière première, sur notre terre. Mais c'est surtout que je ne vais pas m'épancher trop sur la fabrication en elle-même, mais c'est vrai que pour moi, ça coulait de source d'utiliser une matière qui me parlait depuis des années, au final. Qui réveillait en effet mon enfance. Maintenant, je dis que ça a été une histoire longue
en termes de maturation, parce que je suis issue d'une école d'art appliqué. J'ai travaillé pour des éditeurs que je démarche à Maison et Objets. J'ai eu un parcours, je dirais, assez classique de designeuse graphique où il fallait que je m'adapte à un cahier des charges, à des demandes de professionnels. Donc, mais c'est vrai que ma source, mon point fort, je pense, c'est vraiment la peinture, la couleur. Et au bout de 20 ans de déambulation, je dirais, de partenariat, il m'est venu à un moment évident de devoir renouer avec ce que j'aimais. Ce qui fait que vous êtes vous, en fait. Ce qui fait qu'on est soi, en fait. Ce qui fait qu'on est soi, ce qui fait qu'on parle de ce que l'on aime, de ce que l'on est, et que l'on dit vrai, en fait. On fait plus des contorsions pour essayer de répondre à un client, mais on s'exprime pleinement à travers des matériaux et une expression qui nous parle. Ouais, le cahier des charges, en fait, c'est toi qui le définis. Voilà, donc depuis 4 ans, je me suis lancée à des créations, des pièces uniques réalisées dans ces draps, avec le répertoire finalement qui m'a toujours accompagnée, qui est celui de mon quotidien, je dirais, quand je vais à la campagne, quand je retrouve mes racines ornaises, parce que je suis nantaise, sinon d'adoption. Donc on retrouve les légumes. Alors je vais vous. Oui, bien sûr. Je passe voilà la carotte, les poireaux. Donc l'idée c'est de proposer à une décoration qui sorte un petit peu des standards, des cahiers de tendance. Je dirais un petit peu aussi du formatage que beaucoup de gens sont habitués dans l'univers de la déco. Là, c'est de l'artisanat qui met en avant voilà, le culte d'une vie sobre, simple, saine. Ouais. On s'était dit, c'était ça, en fait, c'est célébrer et un peu sacraliser aussi des produits simples, en fait. Voilà, c'est l'éloge du peu, avoir moins de choses, mais avoir du beau, avoir des objets que l'on conserve longtemps qui font vibrer, je pense, quelque chose de personnel, d'affectif. Il y a de l'affectif dans tout ça. Oui. Voilà. Enfin, ce que met en avant l'artisanat, mais en me présentant aussi en tant qu'artiste maintenant, en assumant je dirais ma patte d'artiste plus que tout, en fait. C'est parler avec mon cœur. Oui, puis des choses qui sont de toute façon qui sont tellement personnelles que même si tu essayais de ne pas parler avec ton cœur, tu ne pourrais pas. Ce ne serait pas possible. Parce que je pense qu'il y a aussi des trajectoires dans la vie où à un moment on se dit que c'est le moment de se lancer, c'est le moment de s'exprimer pleinement pour ce que l'on est et ce que l'on aime. Ouais, on s'était dit toutes les deux, en fait, c'est une manière aussi de recontextualiser, parce qu'on parle de revaloriser des choses déjà existantes. Je pense qu'on aurait peut-être tendance à parler d'écologie pour simplifier le truc, mais je pense que c'est quand même dans un contexte à la fois pour vous deux et pour toi, de quelque chose qui est beaucoup plus personnel, en fait. C'est pas de l'écologie pure et dure, on est vraiment là parce que ça touche à quelque chose de plus sensible et de plus personnel, en fait. Oui, je pense que ça fait partie des histoires qui nous tiennent à cœur et parfois qui mettent du temps à s'exprimer. Et je pense que quand on a trouvé en fait son histoire, on a compris que la trajectoire, elle est là et qu'il n'est pas trop tard, quoi. Et qu'il faut rien lâcher surtout. Il faut rien lâcher. Merci. Ce qui lie finalement nos invités, c'est plus que l'écologie, c'est du bon sens. Merci à eux d'être venus nous parler de leur travail et peut-être aussi à nous faire réfléchir à notre manière de consommer, afin qu'elle soit plus durable, plus réfléchie et plus noble aussi, finalement. C'est toujours très agréable de voir aussi des visages derrière des objets. C'est aussi ce qui nous manque parfois, un lien humain à la personne qui fabrique. On retrouve les informations de nos invités en description de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt.